Bonsoir Jean-Luc Mélenchon. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation. Votre parole est attendue. Ce soir, vous avez déclaré il y a quelques jours que vous avez l'intention de gouverner ce pays. Alors, c'est vrai que la situation politique est confuse. Alors ce soir, on va tenter d'être clair. Oui. François Hollande estime que vous devez vous taire. Oui. Lionel Jospin dit que vous n'êtes pas la solution. Fabien Roussel, que vous n'êtes pas dans le paysage politique du nouveau Front populaire. Je continue. Marine Tondelier, Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre. Raphaël Glucksmann vous exclut de fait du casting. Vous êtes là ce soir face à moi. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pouvez rassembler la gauche sur votre nom? C'est pas le sujet pour moi. Je crois qu'il y a un malentendu absolu depuis le début. Et beaucoup de jalousie. Et beaucoup d'ambition, c'est bien normal. Mais moi, je ne suis pas concerné par cette bataille. On m'a posé une question. On m'a dit, est-ce que vous allez être Premier ministre? J'ai dit, je ne m'élimine pas, hein, mais je ne m'impose pas. C'est au chef de parti. Et M. Faure a répondu, ça sera le groupe le plus important. Point. Je ne fais pas une carrière. Et pourquoi vous dites j'ai l'intention de gouverner ce pays? Mais parce que c'était dans le flot de la discussion. Je dis, si c'est moi qui dois être Premier ministre, admettez que je suis peut-être pas le moins mal placé pour exercer cette fonction. Oui, je l'exercerai de telle et telle manière. Mais je vais vous le redire, et je demande que tout le monde m'entende, je ne suis candidat à rien. Est-ce que c'est clair? Et il y a, parmi les insoumis, des personnes qui sont capables d'être Première ministre, qui ont été préparées pour ça, notamment par moi. Clémentine Autain? Alors, pardon, si vous permettez, c'est moi qui réponds le premier. Bon, à la suite de ma formule, une ribambelle de gens se sont déclarés capables d'être Premier ministre. Ils me permettent d'en douter, les uns et les autres. Mais moi, j'ai des noms à vous proposer. Manuel Bompard, parce qu'il est préparé. La présidente de notre groupe, Mathilde Panot, parce qu'elle est préparée. Celle qui dirige notre programme depuis 10 ans, Clémence Guettet. Mais je pourrais citer aussi le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, qui a quand même un petit savoir sur le budget. Je pourrais citer le président de la Commission des régions au Parlement européen, le plus gros budget du Parlement, M. Younous Omarjee, qui est le nouveau grand homme de la Réunion. Voilà, nous ne manquerons pas. Et donc, moi, je peux parfaitement être un ministre parmi d'autres, ou ne pas être ministre du tout. Je ne fais pas une carrière de ce type. Tout ça, c'est derrière moi. Ce qui est devant moi, c'est le rôle politique que j'ai joué. Ressusciter la gauche, autour de la ligne de rupture. Et ça, c'est le programme qu'on est en train de défendre. Mais est-ce que vous entendez, il y a cette candidature au poste de Matignon, je pense que vous avez été clair. Est-ce que vous entendez ceux qui disent, il faut, c'est violent, il faut qu'ils se taisent, il faut qu'ils se mettent en retrait? C'est odieux. Qu'ai-je fait? Qu'est-ce qui, dans mon comportement, dans mes propos, dans le combat que j'ai mené au fil d'une vie, moi je suis le seul dont on peut vérifier une vie entière. Qu'est-ce qui fait que je serai la personne qu'on ne désigne pas? Attendez, je veux terminer vraiment. Je dis à tous ceux qui s'amusent... Vous savez la réponse à cette question? Non, non. Vous l'avez? Non, non. La jalousie. Uniquement? Ah ben évidemment, et l'envie d'occuper... Vos propos sur l'antisémitisme résiduel qui ont pu choquer une partie. Voilà, ça c'était il y a 15 jours. Ça fait plus d'un mois qu'on me dit que je ne peux pas être là. Et tout ça est abusif et fait pour me torturer, m'humilier le plus possible. Mais je dis à ceux qui jouent à ce petit jeu... Maintenant, il faut concentrer les efforts sur la victoire et pas sur les petites guerres internes pour essayer de m'éliminer. Ne vous fatiguez pas, ça ne sert à rien, il y en aura un autre. Ça veut dire que vous allez continuer à vous exprimer comme vous le faites ce soir dans cette campagne. Je ne me tairai pas. Voilà, mais madame, vous imaginez pourquoi je serais le seul homme de gauche mis à l'oukase par qui, s'il vous plaît? Par M. François Hollande, qui a détruit la gauche? Par qui? Par M. Glucksmann, qui nous a battus de 3 points, que j'ai dû payer de 100 circonscriptions pour que les socialistes acceptent de signer une fois de plus un accord dont on a l'impression qu'ils sont déjà en train de le trahir. Je les mets en garde. Je leur dis, ne faites pas ça. Mélenchon, c'est un nom qui fait ouvrir les portes quand on est dans les quartiers populaires. Hollande, c'est un nom qui les fait fermer. Je dis à Olivier Faure, attention, si les électeurs insoumis ne viennent pas voter pour toi, tu ne seras pas élu. Vous êtes une chance pour votre camp. C'est ça que vous dites. Pardon, madame, je ne veux pas être vaniteux. Et ensuite, on me reprendrait sur un mot. Mais je pense que je suis un atout parce que j'ai quand même fait 22%. Et les gens qui ont voté pour moi à la présidentielle ne sont pas des ahuris qui ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Et c'est pas parce qu'on mène une guerre contre moi qui est très banale. Vous savez, sur l'antisémitisme, avant moi, il y a eu la gauche anglaise, avant moi, il y a eu la gauche chilienne, il y a eu la gauche vénézuélienne. À chaque fois, c'est le grand argument contre la gauche radicale. Tout le monde sait très bien que pour d'innombrables raisons, je ne peux rien avoir avec l'antisémitisme, et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi je serais antisémite. C'est une campagne. Alors, vous voyez, moi, ce qui me pose le plus problème dans cette affaire, c'est la vitesse à laquelle des gens se soumettent, prennent peur.
Qui? Eh bien, ceux qui se disent « il faut qu'il se taise, il faut qu'il se taise ». Mais enfin, Hollande, c'est lui qui devrait se taire, si je peux me permettre de lui donner un conseil amical. Non, qu'il ne se taise pas, il fait tellement de bons mots, il a tellement de comptes à régler, que j'attends de voir avec ça, avec gourmandise. Juste un dernier mot avant d'aller au programme, ce qui intéresse aussi naturellement les gens qui vous regardent ce soir. Quand même, Juste quand ça, Laurent Berger dit « ça ne peut pas être lui parce qu'il faut de l'apaisement ». Ben écoutez, si j'étais certain que le programme que nous allons appliquer le sera dans un apaisement complet. C'est-à-dire que nous ferons un nouvel impôt sur la fortune, nous allons faire un impôt universel sur les sociétés étrangères, et que aussitôt on dirait « ah bien nous applaudissons cette idée ». Eh bien, je courrais m'enfermer chez moi pour qu'on ne me voie plus. Mais je suis certain du contraire. C'est-à-dire qu'un tel programme nécessite des gens qui ont de l'expérience et du caractère. Et je vais vous dire encore quelque chose de plus. Ce dont on ne parle pas dans cette campagne, nous sommes menacés de guerre, Madame Roux. Nous sommes en première ligne. Nous avons 2000 militaires sur le front de l'Est. Nous sommes exposés parce que nous avons 700 militaires au Liban. Ensuite, parce que les territoires de Polynésie et compagnie dans l'océan Pacifique nous exposent en première ligne. Ça veut dire que tout ce qu'on se raconte tous les deux, ça peut s'arrêter en une nuit si quelqu'un va trop loin dans l'escalade. On parle du pouvoir d'achat. L'une des Vous ne croyez mesures... pas, pardon, mais je voudrais bien qu'on comprenne mon idée. Vous ne pensez pas que l'expérience, ça peut être, je ne dis pas que c'est la seule cause, ça peut être un atout. Et là, je vous retrouve dans la candidature au poste. Ah mais il va falloir recommencer l'émission à zéro. Non, je ne demande rien. Allez, le SMIC à 1 600 €, c'est l'une des mesures principales de votre programme concernant le pouvoir d'achat. Gabriel Attal estime que cela détruirait 500 000 emplois. Bruno Le Maire dit cela entraînera un chômage de masse. Est-ce que vous entendez les réserves qui ont pu être formulées par le patronat, par les PME, les TPE? Que leur répondez-vous? Ils m'amusent beaucoup. Ils n'ont pas d'imagination parce qu'à chaque élection, c'est pareil depuis tantôt 100 ans. Ils disent la même chose tout le temps. Si on augmente les salaires, c'est la catastrophe. Madame, en une nuit, on leur a pris 35% en mai 68. Et il n'y a même pas un an, les Espagnols ont augmenté en 2 tranches de 30%. Et ils ont créé le SMIC. Et ils ont créé 840 000 emplois. Ces gens-là sont toujours en train de chipoter les petits bonheurs des gens. C'est que 15% dont on parle d'augmentation. Hein. Si la fortune des riches avait augmenté pareil, le SMIC serait à 5 000 € aujourd'hui, s'il avait augmenté pareil. Donc laissons ça de côté. Ce n'est pas vrai, ils disent n'importe quoi. Et je vais vous le prouver en un instant. Ces gens n'aiment pas les autres. Pourquoi? Qui est smicard dans ce pays? Ces gens, qui? Les gens que vous venez de citer, qui ne veulent pas donner... Ceux qui ne veulent pas donner un rond. Le prix du bonheur, ils ne connaissent pas. Le prix du malheur non plus, parce qu'ils ne chiffrent pas. Le malheur que ça répand, de ne pas avoir assez de sous pour se nourrir correctement, ça veut dire que vous avez une épidémie de diabète, vous avez une épidémie d'obésité, qui vient du fait qu'on ne peut pas acheter la bonne alimentation. Mais je viens d'abord sur l'essentiel. Les smicards, qui c'est? À 80% des femmes. C'est donc du salaire féminin dont on parle. Et ils n'en veulent pas. Et madame, pas un emploi ne partira. Pourquoi? Parce que quel emploi c'est? Aide à domicile, soins à la personne, c'est la restauration. Vous croyez qu'on va aller ouvrir les restaurants à Hong Kong ou à Shanghai? Enfin, il faut être un peu sérieux. On parle de la vie des gens, pas d'abstraction économique à laquelle ces gens ne connaissent rien. Pardon, mais je veux vraiment leur mettre leur compte. Monsieur le maire... Non, mais non, monsieur le maire veut me faire la leçon. Il a fait 1000 milliards de dettes, ce gars. Et il vient de dire comment on gère un budget. Non, mais c'est une mauvaise blague, non? Trouvez-en un autre. 33% des Français revenus entre 2 000 et 3 500 € ont voté Jordan Bardella aux européennes. Ils sont ni riches ni pauvres. On les appelle les classes moyennes. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez pour eux? Alors, premièrement, je leur dis... En dessous de 4 000 €, personne ne paiera plus. Tout le monde paiera un peu moins. Pourquoi? Alors c'est un peu technique. Parce qu'au lieu de 5 tranches d'impôts qui fait tout peser sur le milieu, nous, on étale et on prend plus à l'autre bout. C'est-à-dire vers les grandes fortunes, les moyennes fortunes, etc. C'est la raison pour laquelle nous rentrerons plus d'argent en mettant moins à contribution les classes moyennes. Vous dites 92% des Français... Vous dites 92% des Français ne verront pas leur fiscalité changer. Donc ça veut dire que c'est avec 8% des plus riches qu'on finance ce programme? Bien sûr. Si vous saviez, ma pauvre dame, regardez une chose. Je prends l'impôt, bien sûr, mais ce n'est pas l'impôt sur le revenu qui fait l'essentiel des recettes de l'État. Je vous prends un exemple. La taxation en France des grandes multinationales, McDo, Amazon, Microsoft, etc. Ils font des affaires en France. Très bien, on est content de les avoir, il faut qu'ils restent. Bon, ils font des affaires. Et puis, quand au moment de payer les impôts, ils remontent tout en Irlande et ils payent là-bas bien moins qu'ici. Donc nous disons, ce que vous faites ici comme résultat,
vous paierez ici les impôts. Vous savez combien ça rapporte, ça? Allez-y. Rien que ça. 26 milliards. Aujourd'hui, on avait fait un calcul une année, je ne sais plus quelle grande multinationale c'était, était-ce McDo ou Amazon, peu importe. Ils payaient à peine 1% de ce que payent les Ça, c'est des entreprises. règles européennes sur la fiscalité de Ah ces non, entreprises-là madame. qui vont en Non, Irlande. non, vous n'avez pas suivi Non l'affaire. Bon. L'Europe a mis un minimum. Mais l'Europe n'a pas le pouvoir de mettre un maximum. Il est interdit, dans le traité européen, et je le regrette, qu'on prenne des dispositions pour toute l'Europe en matière fiscale. Donc là, ça ne craint rien, il n'y aura pas besoin de désobéir. Et puis attendez, puisque vous y êtes, figurez-vous que l'Europe a dit que comme la France était en déficit excessif, on allait lui faire payer une amende. Donc je dis au commissaire européen, le prochain Premier ministre, qui sera insoumis, comme on en est convenu, pas forcément moi, je vous rassure, eh bien, le prochain Premier ministre va dégager les recettes pour remettre d'aplomb les comptes de l'État. Et donc, vous savez, vous autres, les milliardaires, les millionnaires, que si nous vous prenons des sous de plus, ce sera pour tenir les engagements de votre chère Europe. Il nous reste 2 minutes. Ça fait pas beaucoup? Ça Allez-y. fait pas beaucoup. Jean-Luc Mélenchon, si le Rassemblement national arrive aux responsabilités et obtient la majorité absolue, est-ce que vous respecterez le verdict des urnes? Par définition, oui. Par définition, oui. Et c'est la raison pour laquelle, quoique je trouve la mesure absurde, dangereuse et antidémocratique, vu la manière avec laquelle il s'y est pris, le président, pour dissoudre, je ne pouvais pas dire « Ah ben la dissolution est une bêtise ». Qui a peur du peuple souverain n'est pas un démocrate. Après, ça sera à nous de bien nous assurer que le Rassemblement national respecte la République et ses principes fondamentaux. Je commence à le dire très clairement parce que des hauts fonctionnaires, qui sont par ailleurs binationaux, sont venus me dire « Monsieur Mélenchon, c'est une honte de suspecter notre loyauté à la patrie des Français. » Et c'est ce qu'a fait M. Bardella en disant, pour certains postes, et il dit « Un franco-russe ne peut pas être loyal. Pardon, monsieur, un franco-russe est loyal. Et de toute façon, il y a des enquêtes qui sont faites avant que quelqu'un ait des responsabilités dans l'État qui concernent sa sécurité. Donc, la chasse aux binationaux, je vous mets tous en garde qui m'écoutez. Quelle que soit votre binationalité, car il y a des pays qui ne reconnaissent pas le changement de nationalité. Mon pays d'origine, le Maroc, vous êtes marocain, c'est pour toujours. Et il y a des gens qui sont français, qui ont à cœur, par exemple, d'avoir la nationalité israélienne. À partir de là, ils deviennent tous suspects avec le Front National. Pas avec nous. Le programme des extrêmes mène à la guerre civile. Voilà ce qu'a dit le président de la République. Alors lui, pour mettre le feu, il est toujours là. Hein. Parce que la guerre civile, pour l'instant, c'est lui qui l'a déclenchée en Nouvelle-Calédonie, en faisant déporter au bagne dans l'Hexagone les gens qu'il avait pris là-bas et qui ont été arrêtés. Vous savez qu'il y a 4 Kanaks, des dirigeants qui ont été arrêtés là-bas, peu importe les raisons, et on les a amenés en France, c'est-à-dire à 17 000 kilomètres de chez eux. Ça veut dire que leur droit à visite ne pourra jamais être respecté. Monsieur Macron, pour le coup, lui, de temps à autre, non pas devrait se taire, je ne me permettrai pas ce qu'on se permet à mon égard, mais disons que tourner sa langue, cette fois dans sa bouche, est un vieux conseil que je me permets de lui transmettre. Merci beaucoup, Jean-Luc Mélenchon, d'être venu sur ce plateau. C'est 10 minutes, 12 même. Merci. Allez, bonne soirée sur France 2.